Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Back to the Review, une émission toute spéciale ce soir les amis, puisque nous ne parlerons pas d'un film, ni d'une série, ni d'une série de films. Non, ce soir nous allons parcourir la carrière d'un comédien que vous avez forcément déjà entendu. Il nous fait l'honneur d'être notre invité, Michel Vignier. Bonsoir. Bonsoir, je salue mais personne ne le voit. Je signale ça pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, comme disaient des proches. Oh, c'est très joli, voilà. Autour de la table, nous avons Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Et nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. T'es loin, je n'avais pas encore vu, je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas dans mon angle de vision. Et à la régie, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est un nouvel exercice. Un nouvel exercice pour nous les amis. On va vraiment se focus sur ta carrière, sur diverses anecdotes que tu vas nous livrer. Je ne savais pas qu'il y avait des choses à dire là-dessus. Allons-y. Donc voilà. Donc Michel, tu es né donc le 10 août 1956. Faut que je touche sur l'année parce que... Oui. Donc tu es comédien de profession. Officiellement depuis 79. Ouais. Voilà. Donc 79, c'est l'année où tu as reçu le statut d'intermittent, c'est ça ? C'est ça. Après avoir joué Tête d'or au Bouffe du Nord. Enfin, je jouais pas. Hélas, je jouais pas le rôle. Cela dit, Claudel, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est l'engagement qui m'a permis d'avoir les cachets nécessaires. Et puis depuis, j'ai jamais quitté. Ok. Et donc, au fil de ta carrière, donc tu as fait énormément de doublages. Oui. Voilà. À mon corps presque défendant, je dois dire. Mais bon. Et donc, principalement pour le cinéma, mais aussi pour le jeu vidéo. On y reviendra plus tard dans l'interview. Voilà. Première question. Moi, j'aimerais déjà revenir sur les origines de tout ça. C'est quoi le parcours en 1979 ou même un peu avant pour devenir bien avant pour devenir comédien? Ça doit dater de, si mes souvenirs, 69 ou 70. J'étais en troisième. Je ne sais plus si c'était ma première ou ma deuxième, troisième géante. Et j'avais une prof de français, Madame Le Fur, que je détestais cordialement, qui était une emmerdeuse finie. Et moi, j'étais un emmerdeur, mais un vrai. Et pour me calmer, elle m'a demandé de jouer une scène de courte ligne du commissaire et bon enfant. Avec le commissaire, je jouais Floche, qui est le malade mental qui fout le bordel dans son bureau. Et ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, je ferai l'acteur plus tard. Arrivé vers 17-18, je me suis dit, c'est quand même un peu la carrière. Enfin, c'est une carrière, j'aime pas ce mot-là, mais le métier d'acteur, c'est risqué quand même. Okay. J'aimerais bien gagner ma vie. Et pour gagner ma vie, il fallait faire des études. Donc, après le bac, je suis allé en Hippocagne ou Cagne, je sais jamais comment s'appelle le premier. Je suis resté 6 jours parce que je suis arrivé dans ce truc. Les mecs étaient là, ils avaient tous fait latin depuis la 6e. Moi, j'avais fait une 6e moderne. Donc, ils m'ont un peu perdu sur le coup, là. Puis, j'étais pas loin de mes potes. C'était à Paul Valéry, à Vincennes. J'avais des copains qui habitaient pas loin. Je me suis barré au bout de 6 jours. Je suis allé en fac. J'ai fait anglais, UV philo, parce que la rentrée de fac est plus tard, et à l'époque, on pouvait s'inscrire comme on voulait. Il n'y avait pas Parcoursup. Je me suis pointé, j'ai dit bonjour, j'ai le bac, elle m'a dit rentrer, je vous en prie. Donc j'étais à Créteil. Il y a de la place là au fond. Voilà. Je suis resté 1 mois à la fac de Créteil, j'ai assisté à 2 cours, des cours dans des petites salles, mais le reste, il y avait beaucoup de choses en amphi, et quand j'avais enfin trouvé l'amphi, les mecs sortaient et allaient ailleurs. Et puis ça m'a gonflé, c'est pas mon truc les études. Moi, je suis né flemmard et je veux rester flemmard. Et voilà, mon père me voyant errer comme une âme en peine, m'a dit tiens, j'ai vu une petite affiche pour un cours de théâtre et je suis allé m'inscrire et c'est là que c'est parti. Ok, d'accord. Et ce cours de théâtre, il existe encore, non, je veux dire? Non, c'était Jacques Fontan, rue Henri Monnier. C'est un mec pour qui j'ai une tendresse particulière. Vraiment. On est resté après en relation. Je crois qu'il est mort maintenant. Il a même été après prof de théâtre au conservatoire de Rosny et j'allais pratiquement tous les ans être juré pour les choses de fin d'année. J'y ai retrouvé des copains de cours d'ailleurs, c'est assez amusant. J'aimais beaucoup ce mec, un alcoolo fini, un cœur sur la main, monstrueux. C'était vraiment un mec bien.
Ok, d'accord. Bah, merci déjà beaucoup. Justement, donc là, c'est un peu la suite de tout ça, comme on le dit. Donc là, il y a eu un vrai cursus. Tu as fait des cours pour devenir comédien. C'est un métier, ça s'apprend. Exactement. Et justement, quel est un peu ton avis justement sur me provoque pas, ça va faire mal. Non, mais quand même. Les Star Talent. Alors déjà sur le côté le Star Talent, on y reviendra sûrement plus tard. Mais moi surtout à l'heure des réseaux sociaux où justement ça se démocratise énormément et donc c'est quand même très intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui est dans la profession depuis beaucoup d'années, quoi. Quel est ton avis un petit peu justement sur ça? Je vais être un peu méchant, mais le problème c'est que mon ex-belle-sœur, l'ex-femme de mon frère, est chanteuse. Et elle a le même problème. Les gens qui sont dans leur salle de bain et qui poussent la chansonnette se disent « je vais être chanteur ». Mais non, c'est un métier, ça s'apprend. Et pareil, il y a des milliers de mecs, je les vois sur Facebook, tous. Ils se disent, quelqu'un leur a dit l'oncle lui a dit, donc vieux, t'as une belle voix, tu sais, je vais faire du doublage, mais bordel de merde, oui peut-être t'as une belle voix, mais apprends à jouer la comédie, putain. On est d'accord. Je sais pas vous, si vous zappez, moi je zappe énormément, et j'entends des choses en ce moment qui me hérissent le poil. Sur les réseaux, tu parles? Non, à la télé. Ah oui. Forcément, il y a tellement de boulot, il y a tellement de plateformes, de machin. Il y a des directeurs de plateau, directeurs artistiques qui n'ont rien à foutre là, qui ont 3 ans de doublage, même pas, des acteurs qui n'ont jamais vu un plateau de théâtre, nom de Dieu, qui ne connaissent, et encore ils connaissent pas le micro, et ça s'entend. Parce qu'un micro, ça s'apprivoise. Il faut savoir aller le choper et le lâcher quand il faut. Enfin, il y a toute une technique. Alors, cette technique, ils vont l'acquérir au fur et à mesure. Mais merde. J'adore raconter ce truc-là. J'ai une anecdote. Quand j'ai commencé à faire du doublage, je suis arrivé très très vite à un certain niveau. C'est pas ma faute, on m'appelait. C'était à l'époque du flic dans la mafia, donc on m'entendait partout, tout le temps. Et mon frangin, qui lui est guitariste, mon pauvre père, mon frangin devait être aviateur et moi avocat. Enfin, bref. et il a eu un guitariste et un acteur. Et il avait ouvert, il a travaillé toute sa vie dans des magasins de vente d'instruments de musique. Et là, il avait ouvert son premier magasin. Et j'étais tout le temps fourré chez lui parce que mon frangin, c'est un peu mon idole quand même. C'est un guitariste. Il n'y a que lui qui sait pas que c'est le meilleur guitariste de France. Mais bon. Et l'humilité. Et j'aimais bien, parce que j'étais dans ce magasin, puis ils passaient tous, Basile Leroux, Slim Pesin, tout, et puis ça branchait de temps en temps, et ça jouait. Son acolyte était Karl Femali, qui est un bassiste aussi. Bon, bref, c'était son associé dans le magasin. Et j'étais tout le temps là. Et t'arrivais un jeune mec, un peu plus jeune que moi, j'avais 31 ans. Et le mec me dit, ma mère aimerait beaucoup faire du doublage. Je dis, bon, elle est comédienne. J'ai envie de l'aider, tu vois. Il dit, non, pas du tout, non, elle est secrétaire de direction, mais elle a une belle voix. Comment il faut faire? Je dis, écoute, c'est pas compliqué. Elle prend 3 ans de cours, elle fait 5 ans de théâtre, et puis là, tu lui dis qu'elle m'appelle. Donc voilà, il faut quand même un background quand même pour faire de. Mais oui, c'est un métier, bordel. Exactement. Ouais. Ah bah oui, complètement. Et c'est. Je suis un peu en colère là. Tu nous l'énerves. A raison. Non, mais c'est vrai que ça s'entend de plus en plus, comme il le disait maintenant, avec le flux constant de plateformes et de films, et on entend des fois que c'est mal joué. De plus en plus, malheureusement, parce qu'on consomme maintenant les films et les séries. Et il y a une espèce de ton maintenant, ils se copient entre eux. Il y en a un qui arrive, il se met à travailler, et les autres l'imitent. Ok. Comme si moi j'imitais Poivet. Ah bah, oui. On était sur les mêmes rôles, là, Poivet et moi. Oui, vous avez tous les deux doublé. Rien à voir, tous les deux. Tous les deux doublé Mickey Rourke. Puis c'était mon frangin, Poivet. Vraiment, mon frère. Oui. On passe à autre chose parce que je vais essuyer une petite larme. Ah oui, d'accord. Non, mais on va redescendre. Donc je ne veux pas t'énerver, Michel. Vraiment. Voilà, les amis, justement, vous avez des questions pour Michel. Je viens d'en poser une, donc je vous laisse un petit peu la parole. Oui, alors moi j'ai cru comprendre, j'ai un petit peu potassé, que vous avez eu quelques débuts difficiles. Vous avez dormi dans une voiture, sur un parking. C'est sur je crois que j'ai un peu de mal avec mes souvenirs. Je sais que j'ai dormi dans ma bagnole. Enfin, c'est la bagnole du père de la femme de mon frère à l'époque, qui venait de décéder. Elle m'avait donné, c'est une GS Citroën. Et après avoir fait 2 pièces coup sur coup, je crois que j'ai été payé 1200 balles pour 4 mois de travail. Je pouvais plus payer le loyer. Et j'ai dormi dans ma voiture. Et pas longtemps, hein.
Jacques Vincey, donc c'était avant le Quai de la Gare. Jacques Vincey, avec qui je répétais une pièce avec Laurent Pelli, me voyant comme ça, m'a dit viens habiter à la maison. C'était théoriquement pour quelques jours, et je suis resté 1 an ou 1 an et demi avec lui, avec Jacques Auverzier. On était tous les 3 rue Abel chez Jacques Vincey. Et puis après, je pris colloque, etc. Mais cette époque m'a fait... J'ai toujours un ami du Courfontan, Rémi Gibier, dont le frère était directeur artistique au doublage, et que j'avais déjà rencontré chez Rémi. Qu'il me pardonne, j'ai une mémoire des noms déplorable. Ce mec m'a sauvé la vie, et ça me reviendra tout à l'heure. Je dirais, il s'appelait comme ça. Je l'ai appelé, et il m'a fait venir sur une série brésilienne, la première, et là finalement ça m'ennuyait un peu parce que j'avais été engagé pour jouer une commedia dell'arte dans le Nord, à Lille, Dunkerque, on était en tournée dans le Nord, et il fallait que je revienne sur Paris pour faire ce putain de doublage. Et il m'a mis après sur une deuxième série brésilienne, et c'était un peu comme maintenant, ils n'avaient pas vu la série en entier, et il m'avait donné un rôle petit, sympa mais petit. Et au bout de peut-être 1 mois, 2 mois, c'est devenu un rôle très important. Alors bon, je passe les détails, et c'est là que ça a commencé, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas nombreux à avoir une voix marquée. Oui, vous avez une voix comme ça, jeune, voilà, assez jeune. Il y avait Richard Darbois, Alain qui vient de décéder, et puis il y avait quelques autres aussi, mais je ne sais pas pourquoi les gens m'ont pris en amitié. Les vieux m'ont pris, je les appelle mes vieux, j'adore ça. Ils m'ont pris sous leur aile, et ils étaient contents. Je recevais des coups de fil de gens que je ne connaissais pas, qui me disaient un tel m'a parlé de vous, un tel m'a parlé de vous. Il y a eu Murcier qui est arrivé dans ma vie comme ça. Murcier, c'était... Enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, très bien. C'est tout simplement le karma. Les gens, vous transpirez la gentillesse. Vous parliez de Johan Sauver tout à l'heure, qui était un vrai gentil. Je pense que c'est communicatif, quoi. C'est le karma. Si je suis gentil. Ça, j'en ai aucune idée. Ouais, je crois que j'essaye d'éviter les conflits, mais je suis pas un mec gentil. Enfin, faut pas me casser les couilles. Ouais. Maxime, t'as quelque chose? Oui. Bah, moi, j'ai par exemple un comédien de doublage. Quand il commence à être connu, est-ce que quand il a un rôle, par exemple, d'un acteur évidemment américain, si lui se fait connaître, vous allez forcément être appelé plus souvent? En théorie, oui. En pratique. Ouais, en pratique, ça s'est très vite arrêté pour moi après la grève de 94. J'ai pris très cher. Je ne sais pas pourquoi. On a été très peu nombreux, mais on a pris plein la gueule. Je suis passé entre 200 et 300 cachets par an, je ne sais pas, je comptais pas, hein, mais à 36 ou 37 dans l'année 95. J'ai été blacklisté, vraiment. Donc tous les gens que je doublais ont disparu. J'ai récupéré Mickey Rourke, mais 10 ans plus tard. Et quelques autres sont venus se greffer dessus, mais là, je pris vraiment un grand coup. Et maintenant, avec la profusion de plateformes, certaines plateformes, je sais pas quoi, ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qui les fait décider. Certaines plateformes tiennent absolument à ce que les acteurs gardent leur voix, y compris les acteurs qui ont 15 lignes parfois. Oui. Et d'autres laissent le directeur artistique choisir. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai quasiment plus personne maintenant, puisque Mickey Rourke tourne plus. Ouais. Oui, c'est ce que il y a Michael Wincott de temps en temps. Il y a la mémoire des noms. C'est terrible. Et en plus, j'adore ce mec. Il a une gueule, une présence. Ron Perlman. Merci. Ron Perlman. C'est une gueule. Hein. Là, c'est vraiment acteur de gueule. Ça m'a tout de suite pensé. Oui. Il y en a quelques-uns comme ça. On m'appelle de temps en temps, mais non, moi, j'ai plus d'acteurs attitrés. D'ailleurs, j'ai plus de boulot. Ceci est un appel. Heureusement que vous avez les dessins animés. Vous doublez aussi beaucoup de dessins animés, de méchants dessins animés. Dessins animés, c'est marrant. Ouais. Vous aimez l'exercice, c'est plus... Ah, c'est très très drôle. Enfin, quand le directeur artistique est présent et qu'on n'enfourne pas les trucs à l'appel, j'ai fait un dessin animé pour lequel j'ai vraiment une tendresse très très particulière. D'abord parce que c'est William Corrin qui dirigeait, c'est lui qui m'a distribué. Ça s'appelle Désenchanté. Ouais. Et c'est sur Netflix, les amis. Oui.
On a passé des moments on avait tous les droits sur Netflix, on pouvait tout faire. Et on a inventé des trucs, et c'est un réel bonheur. Et comme cet enfoiré de William est client à mort de nos conneries, ça a été magique, vraiment magique. Mais j'adore les dessins animés, y compris parfois en tout cas, j'en garde de bons souvenirs. Les japonaiseries que j'aimais pas à l'époque dans les années 80. Et finalement, j'en garde de bons souvenirs parce qu'on était une équipe. On enregistrait tous ensemble. Il nous est arrivé avec Roger Carrel, il y avait Russo, Francis Lax. Il nous est arrivé de faire un 26 minutes en 27 ou 28 minutes. Ok. Et parce qu'on regardait même pas avant, on se lançait. C'est les personnalités des acteurs qui faisaient les trucs. Et ça, c'est prodigieux quand il y a une espèce d'entente comme ça. C'est pas de l'impro. Moi, je suis très mauvais en impro, mais c'est de l'impro de sentiment, de tout un tas de choses. On suit la rythme, on est branché à mort, on écoute à côté comment ça se passe. Ouais, mais ça c'est quelque chose qui, à mon avis, s'est perdu avec le Covid. Vous êtes de plus en plus seul en studio, malheureusement. Ouais. Alors ça revient un petit peu, c'est vrai. Ah là, ça revient un petit peu. Mais ça ne sera plus jamais comme avant. D'accord. D'abord parce que les acteurs ont pris ce pli. D'accord. De venir. Je sais pas. Avant. Par exemple, un exemple, bon ça c'était Murcier, mais quand on a doublé Down by Law, le Tom Waits en français avait 160 lignes. 5 jours on a travaillé. Ok. En télé, 160 lignes, en général on prenait de 9h30 à 16h ou un truc comme ça. Maintenant, en télé, 160 lignes, je l'ai fait de 9h30 à 11h30. Mais je suis très capable de les faire. Je dis pas que je vends de la merde, mais je dis que je travaille seul et que j'ai plus mes amis autour de moi. Et ça, c'est ce qui me navre le plus. Ça a commencé avant le Covid même, avec Disney, qui était très jaloux de sa propriété de film. Et moi, ce que j'aime bien, c'est Dubbing, par exemple, qui est un grand studio. Enfin, il y a plein de studios. Et je regarde qui est à gauche, qui est à droite, et j'ouvre les portes et je dis bonjour. Je vais voir mes potes, je les embrasse. Et là, impossible d'entrer. Je tape à la porte, et ma copine vient voir. Enfin, non, le client, on peut pas. Ah bon, d'accord. Et parfois, c'est dur à dire parce que j'aime ce métier. Pas que le doublage, hein, parce que là, on est là pour parler de ça, mais tout le reste. J'aime ça, et on est en train d'abîmer mon jouet. On est en train d'abîmer ma passion, et ça me tracasse un peu quand même. Oui, parce que avant tout d'être ton métier, c'est aussi une passion, hein, comme tu l'as dit. Hein, c'est venu jeune, et puis quelque chose qui te bouffe la vie. En tout cas, moi, ça m'a bouffé ma vie. Je pense que ça m'a coûté un couple. Et puis surtout, ça m'a fait tomber dans 25 ans d'alcoolisme. Mais tu nous as dit déjà, et on va te féliciter pour ça, que tu as arrêté. Oui, donc, voilà. Ça ne me manque pas du tout. J'ai arrêté le 11 février 2010 et ça ne me manque pas. Bravo, on sait que c'est un combat de tous les jours, bravo, vraiment bravo. Et j'ai arrêté de fumer. Ah bah tu le savais ça. Moi je le savais, Pour la deuxième fois. Oui, c'est ça. Oui, j'ai arrêté une fois 7 ans et je me suis cru plus fort que les autres. J'ai tiré une bouffée. Et on plonge vite. Moi, ça fait 7 ans aussi. Et... Bravo. Jamais. 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 Non. Après, je pense que ça dépend des personnes. Oui, il y a des addicts, des vrais addicts. Il y en a, après, ils ne peuvent plus sentir l'odeur d'une cigarette après avoir arrêté. Ah, moi, ça m'a jamais gêné, ça. Moi, ça me dérange. Oui. Je sais que si je replonge, si je tire une bouffée, je repars. Si tu vois, tremper mes doigts, mes lèvres dans un verre de... Ça m'est arrivé une fois. J'étais avec mon ami mon ami qui vient de me larguer. Tu m'as connu, toi, au début. Au tréfonds. Ma vie s'est arrêtée, mon monde s'est écroulé quand elle m'a largué. Je sais pourquoi elle l'a fait et je lui en veux. Enfin, bref, on était en Italie, et puis on était très sollicités. Tu sais, un couple heureux, ça attire les gens. Oui. Et on a rencontré un couple de Français, des jeunes, qui nous disent venez, il y a tout en haut, on est dans une petite ville moyenâgeuse charmante, tout en haut il y a un café qui va vous plaire, c'est très art déco et leur spécialité c'est le café au Ricard. Ok, d'accord. Et ça c'était en 2015 je crois, donc j'avais déjà 5 ans d'alcool et j'ai pas pu faire autrement. Je me suis dit il faut quand même que je goûte ce truc, quoi. Et j'ai
trempé mes lèvres. Je sais même pas si j'ai avalé une gorgée de ce truc. Et d'un seul coup, les sueurs froides ont coulé de mes tempes. Je me suis levé, je marchais plus droit. Alors, est-ce que c'est la trouille de replonger parce que j'avais le tabac derrière moi, ou est-ce que vraiment cet alcool ça m'étonnerait, je crois que c'est plutôt la trouille. Je suis sorti, ma copine m'a suivi, puis après, bon, ça s'est arrêté très vite, et là, je me suis dit, ah non. Ouais, le psychologique joue énormément. Exactement. Et on avait, puisqu'on parle d'alcool, il faut jamais mettre le nez dedans, c'est terrible. Et mon ex-ami et ma nouvelle amie, d'ailleurs, ont signé avec moi ce pacte. J'ai arrêté de boire quand le whisky japonais arrivait. Et pour moi, c'était une rigolade. C'était comme les dessins animés. Je comprenais pas. Et depuis, ma nièce, qui a fait une formation d'œnologie et qui a tenu des bars à vin ou des choses comme ça, m'a parlé du whisky japonais. Et je regrette de ne pas l'avoir goûté. Et le pacte, c'est que quand je suis à l'article de la mort, elle m'apporte ma bouteille de whisky japonais et je me casse avec. C'est fini. Ah non, je la vide. Alors d'abord, d'abord, je la goûte et après, je vide. D'accord. Comme ça ira beaucoup plus vite. Je veux pas faire un vilain vieux. Bon, c'est hors de question. On est d'accord. Alors, donc, après cet entracte... Oui, donc, je suis très bavard. Non, mais c'est ce qu'il faut. On est là pour ça. C'est un entretien avec toi. Voilà. Lucas, tu as des choses à dire, à proposer. Je te vois. Ah bah là, honnêtement, je saurais pas quoi poser comme question. En fait, c'est malin. Je crois que je te vois. Mais en fait, je crois que je pourrais juste t'écouter parler toute une journée. C'est ça, c'est envoûtant. C'est vraiment. Mais tu vois quelque chose? Non, mais par contre, c'est vrai, c'est très envoûtant. Le mot est dit. Moi, je trouve, en tout cas en France, on a cette chance, ou peut-être cette malchance, c'est peut-être pour ça qu'on est mauvais en anglais aussi. En France, on a des comédiens de doublage extraordinaires, et c'est des fois, enfin personnellement, moi je regarde les films en VF principalement, je suis pas bilingue malheureusement. Et il y a les sous-titres. Oui, il y a les sous-titres. Ouais, mais c'est vrai que ça fait louper l'image un peu. Oui, c'est ça. Et je trouve que en fait, souvent, quand les comédiens de doublage sont bons, ça fait le film. Et en France, des fois, voilà, c'est ce qui fait aussi marcher un film. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Bruce Willis en anglais. Oui, alors même en canadien, des fois. C'est beaucoup mieux en français. Oui. Par la poivre. Bien sûr. Et même certains le disent, je crois que c'est le comédien de doublage de Homer Simpson. Oui. Je crois Matt Groening a dit que c'était un des meilleurs. Philippe Pétieux. Voilà, Philippe Pétieux. Donc pour Homer, vraiment, il a été... Un ami de très longue date. Et c'est drôle parce que celle qui fait Marge est sa femme. Oui, Véronique totalement. Véronique Augereau. Oui, c'est vrai que malgré la décadence, comme on disait au début, on est quand même bien lotis. On a une très bonne... Ça fait le personnage. Des très très bons comédiens de doublage en France. Non, et puis Maxime soulève quelque chose, mais c'est vrai qu'on a tous des films un petit peu Madeleine de Proust, et même si je suis désolé, mais un retour vers le futur, je le regarde uniquement en VF, et pourtant Ils sont vachement bien. Ah bah ouais, non mais oui, Retour vers le futur. Et mais il y a d'autres films, on va dire, qui sont devenus des Madeleines à l'heure actuelle et qui sont aussi sublimés par la VF. Je trouve que Pulp Fiction en fait partie. Tu as fait John Travolta dans Pulp Fiction, ce qui est aussi avec Murcier. On a bossé cette scène où il appuie sur le bouton et qui dit allô. Allô? 1h30. Mais Murcier était un ancien monteur et un vrai artiste. La plupart du temps, il écrivait les textes et il dirigeait le film. Et son truc, on enregistrait, on avait le temps, il était cher. Hein, les clients payaient pour avoir sa qualité. Et on enregistrait, on regardait la scène autant qu'on voulait. Hein. Maintenant, si tu demandes de la revoir une deuxième fois en télé, tu te fais gueuler quand même presque. J'exagère, mais on n'est pas loin de ça. Et on enregistrait, on reprenait, on enregistrait. Et à la fin, Murcier faisait « Ah ouais, non, ça c'est pas mal. C'est bien, c'est vendable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'amuse ?» Ok. C'est un malade mental, Philippe. Un malade mental. C'était un grand ami, vraiment. Et c'est le seul ami... José Lucioni, un jour, m'avait dit ne jamais devenir ami avec un patron de boîte. Et il avait tout à fait raison. Avec Murcier, c'était différent. D'ailleurs, à partir du moment où on est devenus amis, j'ai beaucoup moins travaillé avec lui. Ok. Ce qui est tout à fait compréhensible. Ouais, bah oui. Après, ça évite aussi peut-être des histoires en interne, ce genre de choses. Non, pas du tout. Je sais pas. Ouais.
tu sais, alors, Peut-être que ça manque d'objectivité, peut-être aussi. Après, on se dit, il me dit ça parce que c'est mon ami, il va peut-être pas me dire les choses correctement. Non, Philippe, je lui fais confiance là-dessus. Et moi, je n'ai jamais eu envie de profiter de notre amitié pour l'envoyer chier. J'ai un principe, tu sais, le directeur artistique, même si tu le trouves mauvais, et c'était pas le cas de Philippe, c'est quand même lui le garant de l'unité du truc, du produit. Donc il faut l'écouter, il faut aller dans sa direction. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Moi, tu sais, excuse-moi, mais pour finir ce truc, moi, je suis pas un créateur, je suis un interprète. Je suis pas un artiste, je suis un interprète. Et si j'ai pas quelqu'un qui me guide, alors je peux enregistrer tout seul, bien sûr. Je l'ai fait, mais sans cette oreille, et j'ai besoin d'amour aussi. J'ai besoin que ces gens me renvoient, que je le sente. Quand on me dit c'est bien, je le crois pas, je me casse, tu vois. Mais il y a une façon de le regard de aussi, regarder, et j'ai besoin de ce contentement des gens, et c'est une équipe, c'est comme le théâtre, comme le tournage, comme tout, c'est une équipe. Je suis assez d'accord. Et bon, la nuance de interprète, tu me l'avais fait part, on va dire, la première fois où on s'est rencontrés. C'est mon credo. Parce que... Et justement, ça c'est un truc qui revient beaucoup. Et c'est aussi pour ça que dans beaucoup d'interviews sur Internet qu'on a pu regarder l'équipe, quand on te pose la question de ça fait quoi, par exemple, de faire Mickey Rourke, est-ce qu'il y en a un qui est plus difficile à faire que d'autres ou tout ça, et t'as toujours des réponses plutôt platonique, en mode non, c'est le taf en fait. Oui, c'est le boulot, mais c'est surtout Mickey Rourke, par exemple, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup doublé, ou d'autres que j'ai quand même pas mal doublé. Je pense à Michael Wincott. Oui. On a l'impression, et l'autre dont j'ai oublié le nom, tu m'as Ron Perlman. Et j'ai l'impression de revoir un vieux pote. Ok, d'accord. Il arrive à l'écran, je dis, ah ouais, c'est toi, ouais, salut vieux, ça va. Ces acteurs n'ont pas de tic. Donc moi, je peux pas en avoir. J'ai pas le droit d'en avoir. À chaque fois, ils créent quelque chose de nouveau. Notamment Michael Wincott dans ce film dans lequel personne n'a rien compris. Je sais plus, Nope. Ah, si, de Jordan Peele. Ouais. Ok. J'ai découvert un Michael Wincott que je connaissais pas dans Panique à Hollywood. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, tu vois. Alors, c'est marrant, c'est que la Panique à Hollywood, tu m'as fait un déclic, un choc mental. J'ai écouté en fait une interview que tu as fait pour la chaîne DVTI. Ah oui, avec Mathieu. Ouais. Voilà. Et tu as parlé de Panique à Hollywood. Et justement, moi, ce film m'a marqué. Et c'est un film où le casting est un film 5 étoiles. Il y a Robert De Niro, il y a Bruce Willis sur une scène qui fait un caméo, et c'est Patrick Poivet qui fait sa voix d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Et d'autre. Et justement, donc Michael Wincott qui fait justement. Il est malade dans ce film. Ben oui, le réalisateur coquet à fond de balle. Et ce film, c'est un petit film qui est un peu assaltant à l'Hôtel El Royal, sorti dans l'anonymat total. Et pourtant, c'est une petite pépite, les amis. Je vous recommande Panique à Hollywood, vraiment. Mais c'est un vieux film que j'avais vu avec des amis que je ne vois plus malheureusement. Au moins 10 ans. Ah ouais, non, franchement, je vous le conseille. Mais non, après, sur les autres anecdotes qu'on peut retrouver, il y en a une, justement, dont tu as parlé dans cette très bonne interview, vraiment, de cette chaîne-là. C'est sur Sauron. Comme quoi. Je l'ai noté, effectivement. Je voulais vous demander, ça fait quoi d'être le méchant, un des méchants les plus cultes de la pop culture fantasy, sans même. Vous étiez même pas au courant, je crois que. Tout le monde le sait maintenant, j'ai tellement hurlé sur tous les toits. C'est vrai que j'ai été convoqué sur un plateau, j'ai vu des images. C'est pas ma tasse de thé, ce genre de film. Oui. Donc, j'ai fait mon boulot correctement, mais il y avait rien à faire, on le voyait même pas à l'image. J'avais un son anglais complètement déformé. Donc j'ai fait ce que je pensais être, tu vois, d'après les mots, d'après les images que je voyais. J'ai mis les sentiments que je pensais devoir mettre dedans. J'ai enregistré 1 heure, je me suis cassé, et j'ai appris 10 ans plus tard que j'étais la voix de Sauron et que j'étais une vedette. Ah oui, c'est incroyable. Je suis tombé de ma chaise quand même, si tu veux. 10 ans après, quand même. Oui. Je l'ai appris sur Facebook. Et c'est ce que je te disais, en off. Vraiment, je sais pas, mais c'était un truc que j'avais totalement oublié. Ça m'est revenu après parce qu'on m'a montré les images et j'ai revu, effectivement. Je sais même dans quel studio c'était, à Dubbing Brothers. C'était Daniel Perret qui dirigeait. Oui, je me suis souvenu de ce truc. Voilà, et le plus marrant, est-ce que tu as reçu des invitations par rapport à Sauron
on va dire pour des conventions, des choses comme ça. Parce que, Non, jamais. Non, jamais. Non, ça aurait été drôle parce que c'est vrai que, comme on le dit, Sauron, c'est cultissime dans la pop Mais de toute culture. façon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que maintenant, avant, c'est vrai que j'ai refusé beaucoup de conventions, c'était pas mon truc, et je comprenais surtout pas qu'on puisse faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais. Qu'un acteur qui fait du doublage vienne parler du doublage, ça me paraissait énorme. Et parler de moi, c'était pas trop mon truc. Maintenant, ça le devient un peu parce que je suis vieux. Et j'ai cette envie de transmettre les choses. J'ai 68 piges. Je suis officiellement comédien depuis 79. J'ai commencé le théâtre amateur à Saint-Maur, j'avais 16 ans. Je sais que j'ai des choses à transmettre. C'est pour ça que, en fait, et puis parler de moi, quoi, ça flatte un peu mon ego. Bah oui. Non, mais oui. Mais alors, je faisais pas de convention. Et puis un jour, j'en ai fait une avec mon ami Paul Condé, qui est un mec merveilleux. Et finalement, ça m'a pas déplu. Et on m'a pas réinvité depuis. Si, je dois l'honnêteté de reconnaître, et j'ai passé un moment merveilleux. Qui me pardonne encore une fois, j'ai oublié son nom, le nom de la ville, mais tout est gravé dans ma tête. J'ai été invité pour parler du... Le sujet était... Je suis resté 3 jours, là, ou 2 jours là-bas. Le sujet était le cinéma d'action. Ok. Et quand je suis arrivé, il y avait le Kravzik, le réalisateur de Taxi. Oui. Il y avait un mec qui me pardonne aussi, que tout le monde connaît, un ancien flic qui réalise des... Olivier Marchal. Non, l'autre. L'autre. Olivier, non. Attends, non. Et il y avait un vieux, vieux, oui, qui me pardonne. Non, non, il joue dans un de ses films. J'ai jamais été flic. Et il y avait un vieux cascadeur qui nous racontait sa carrière. Les yeux, et j'étais ravi d'être là-bas. Et puis à un moment, dans un débat, on m'a passé le micro. Ok. Oui, et je dois faire quoi avec le doublage, ouais, d'accord, le doublage du film d'action. Eh bien, on transpire un peu plus parce qu'on remue à la barre pour donner le mouvement. Merci, au revoir. À quelqu'un peut prendre le micro. Et ils étaient tous d'accord avec moi. Personne ne savait ce que j'étais venu foutre là, et j'ai été accueilli divinement. J'étais ravi. Gérard était un mec absolument charmant. L'autre aussi, en dehors des conventions, on discutait beaucoup. J'ai appris énormément à leur contact. Ce cascadeur avait des histoires. Au resto, j'étais en face de lui, je buvais ses paroles. Le mec qui te dit qu'il a pété la tronche à Delon et à Belmondo, quand même. Ah ouais. Dans le film. Delon et Belmondo. Mais c'est ce mec à cheveux blonds qu'on voit assez souvent dans les films, et qui a fini par jouer la comédie aussi. On lui donnait des petits rôles aussi, et c'est un mec d'un intérêt à écouter parler. C'est pas le cascadeur, on va dire, qui était sur les films Taxi aussi, de voiture. Ah non, trop. Et je crois qu'il avait arrêté là. Ok, d'accord. Là, lui, ses anecdotes dataient des maximum des années 80. Ok, d'accord. Ok. Et moi, il y a une autre anecdote aussi que j'avais relevée, que j'ai trouvé formidable, donc qui est un petit peu dans l'univers aussi de la pop culture, c'est vis-à-vis d'Iron Man 2. Eh ben, je l'ai noté aussi. Ah, tu l'avais noté aussi. Ouais. Ah, franchement, parce qu'elle est géniale cette anecdote, le fait que pendant toute la session de tournage, de doublage, en fait, tu réinterprétais les propos d'un ami qui était venu t'aider à faire l'accent russe. Oui, c'est ça. C'était pas un ami au départ, on se connaissait pas. Hein. Oui, j'ai dit ami parce que tu dis que c'est devenu ton ami. Oui. C'est Boris Bergman, c'est le parolier que tout le monde connaît. Hein. Bachung et tellement d'autres. Il a fait des milliers de chansons qui sont devenues des numéros 1. Et d'ailleurs, c'était Paramount. Oui, à l'époque, Marvel était encore chez l'écurie Paramount. Hein. Les films Iron Man 1 et 2 ont été distribués par Paramount. Le rachat de Disney a été après. Hein. Hulk aussi Hulk, le incroyable Hulk, est distribué par Paramount, les amis. Là, c'est sur Disney Plus parce qu'ils ont racheté les droits, mais sinon, à la base, oui, c'était Paramount. Hein. Le début du MCU, c'est Paramount. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, tu vois. Bon. Donc on m'appelle pour faire Michel Derain, qui est un vieil ami aussi. C'est marrant, j'ai l'habitude ou de ne parler que de mes amis, ou de ne travailler qu'avec mes amis. Et j'adore Michel Derain. On a fait Sin City aussi avec lui. On va y revenir. Donc Michel m'appelle pour faire ce film annonce, et j'arrive, un écran noir. Et de temps en temps, quand il fallait être synchrone, la bouche de l'acteur apparaissait.
Ok. Tu te fous de ma gueule là quand même. Ah, c'est compliqué. Il me dit, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qu'on a. Bon, donc on fait le film annonce. Le mec avait un vague accent. On m'a dit que c'était Mickey Rourke. Il avait un vague accent russe. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vas le faire sans accent et avec un accent comme tu pourras le faire. Bon, d'accord. Je fais des choses ridicules. Et j'ai oublié son nom aussi. La patronne du doublage de Paramount, qui est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée là pour la première fois de ma vie, me téléphone et on parle, tout ça. Elle me demande si j'ai un gré à gré. Je lui dis oui, bien sûr. Et elle me propose un truc supérieur à ce que je demandais, si tu veux. Je lui ai dit, écoutez, j'allais vous demander tant, mais si vous me... Mais j'accepte. si vous voulez me donner mon prix à moi, donnez-le-moi. Mais non, tout va bien, vous inquiétez pas, c'était prévu. Et là, on parle. Et je dis, vous savez, si vous voulez l'accent russe de dessin animé, vous l'aurez avec moi, hein, mais ça va être ridicule. Là, c'est un film sérieux. Mais on va vous trouver un coach. Et je reçois un coup de fil après. Bonjour, je m'appelle Boris Bergman. Et là, un peu de, tu vois. Ouais. Oui, c'est je suis Michel Vignier. Et on parle. Et on se voit une fois, il m'invite chez lui, on parle de ça. Je me trouve face à un mec d'une culture extraordinaire, d'un humour fantastique. Et je crois que ce mec m'a pigé. Il m'a su très vite. Et comme je ne parle pas un mot de russe, que je ne comprends rien, il était là, il m'a appris la prononciation des choses. Et avant chaque rouge, avant chaque prise, il me murmurait encore la phrase. Il était tout le temps avec moi. Il me murmurait encore la phrase dans l'oreille pour que j'ai bien l'accent tonique où il faut. Et sur l'interprétation, j'ai été obligé de lui faire confiance. Et bien m'en appris parce que c'est un bon acteur en plus. Il avait fait du doublage, il a tourné. C'est un bon acteur. Lui, c'est un vrai artiste. Il est multicarte. Et vraiment bien m'en a pris parce que je crois qu'on a fait un boulot extraordinaire. Et je crois que c'est la fois où j'en ai le plus chié au doublage. Ah, sur un rôle. T'as pas le droit de trahir, là, oui, mais oui. tu sais pas ce que tu dis. Ouais. Et même en français, parce qu'il y a eu très peu de phrases en russe, mais sur l'accent tonique au moment où il fallait, pareil, il m'envoyait la béquée avant la polar, et badaboum, j'envoyais le truc. Voilà. Et c'est lui qui me dirigeait. Michel le laissait faire. Après, peut-être par moment, il a dit 2-3 choses parce qu'il sentait autrement, mais c'est Boris qui m'a dirigé très souvent. Et ça, c'est, tu sais, te remettre complètement entre les mains de quelqu'un en qui tu as toute confiance. Et là, je pense à quelqu'un en particulier, je ne sais pas si elle entendra cette phrase, mais te remettre entre les mains de quelqu'un en qui tu as toute confiance, c'est une espèce je sais pas, de plénitude. Ouais, non, mais je comprends totalement. Mais j'ai adoré cette anecdote et je voulais vraiment que autour de la table tu nous la partages. Et là, du coup, vous ne voyez pas l'image. Je te rappelle. Oui. Tu ne voyais pas l'image. Si, j'ai réussi. Je sais pas si c'est moi qui ai réussi. Tu sais, les souvenirs sont un peu vagues, mais je sais qu'en tout cas, on en a parlé avec Madame Paramount. Et je lui ai dit que ça, c'était totalement impossible. Et je crois me souvenir qu'elle m'a dit, vous aurez une image. Mais ils étaient très jaloux de leur texte, malgré tout. Je me souviens d'une fois où on avait déjà fait une demi-journée. Il y avait très peu de lignes. Il y avait 60 lignes. Je crois qu'on a passé 2 demi-journées ou 3 demi-journées, je sais plus. Donc, on a vraiment bossé. Et j'ai vu quitter Boris la veille au soir. Je l'appelle le matin. On devait travailler ensemble à 14h30. Et je lui dis, tu sais, ce qui serait bien, ce serait qu'on bouffe ensemble. Je prends le texte et tu me le fais bosser, comme ça on avancera un peu. Et il dit ok, on arrive sur le plateau. Et je dis bonjour à tout le monde, il était 12h30, 12h45 maxi. Je dis à Michel, je te prends le texte des bobines 4 et 5 parce qu'on va le bosser. Ah non, impossible, le texte ne sort pas d'ici. Ah ouais. Michel, t'es bien gentil, mais tu regardes ailleurs. Et tu vas pas t'apercevoir. Mais sinon, j'enregistre pas. On a cette possibilité d'arriver près, tu vois. On va. Ouais, bon, d'accord. Et on est allé avec Boris. On a
finalement, on a très peu bossé. Il y a quand même du secret sur certains films. Surtout Marvel, surtout. Mais pire que du secret. Ouais, parce que c'est Bruno Choël qui nous avait raconté aussi que lui, justement, il y avait juste les bouches. En fait, sur Interstellar, lui, c'était juste la bouche. Alors, sur Interstellar, il a eu quand même de la chance, Bruno, si tu te souviens quand même, quand on l'a rencontré, il a eu la projection à Londres avant. Oui. Donc en fait, il avait quand même la performance de Matthew McConaughey. Oui, d'accord, avant. mais sur chaque scène, t'as besoin des yeux, t'as besoin du physique du mec. Mickey Rourke ne joue pas la comédie de la même manière quand il a un costard cravate que quand il est comme dans le, tu vois. Non, Dieu. Moi j'ai eu de la chance, ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont essayé de me faire le coup sur ce film-là. Je sais plus comment. En tout cas, j'ai eu l'image. Et ce que je sais, c'est que maintenant, même si c'est le rôle de ma vie, je le refuserais. Au contraire, je le refuserais d'autant plus que... Tu vois. Oui. Mais ça n'existe plus. Mais en revanche, ce qu'on a, c'est des images noires. Je me souviens de cette série The Old Man, que j'adore, en plus ce mec dont j'ai oublié le nom. Ron Perlman ? Non, l'autre. Il y a eu beaucoup d'autres. Que paraît-il, j'avais doublé déjà dans les années 80 et j'avais complètement oublié. Je suis allé voir Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est ma mémoire. Et effectivement, je l'avais doublé. Et il y avait 7 épisodes d'une série à faire. On avait une image presque noire, c'était pour Disney, très très sombre. En plus, il y a beaucoup de scènes se passaient la nuit, avec marqué TVS, 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 Disney. Et par moment, j'entendais il est où mon bonhomme là? Bon, ça c'est pénible. En plus, ça travaille trop vite, le texte n'était pas bon, il fallait le changer, il fallait réécouter. Bon, ça c'est de la télé, enfin presque, oui, c'est de la télé, mais c'est des conditions de travail. Et la directrice artistique était encore plus navrée que moi, hein, elle n'en savait pas plus que moi. Ça, c'est des conditions de travail. Mais le coup de la bouche, là, Ouais. Passé l'âge. Bah ouais, je comprends. Mais je sais que, en tout cas, pour la bouche, c'est principalement pour la série Obi-Wan Kenobi que Bruno nous en a parlé. Et je sais que Constantin Papas l'a vécu aussi pour Game of Thrones. Hein. Ah bon? Ouais. Sur les dernières saisons, c'était compliqué pour doubler Thierry. Ils veulent pas que ça fuite, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Bah, surtout quand c'est le climax d'une dernière saison d'une série. C'est pas chez nous que ça fuite. Oui. Qui va prendre avec son petit téléphone portable 3 images de... Et je suis d'accord parce qu'en plus de ça, ils se sont vraiment avérés que finalement c'était les principales fuites sur Internet, c'était dû à des journalistes souvent américains qui recevaient en fait les CD, tu sais, pour faire entre guillemets une critique des 3 premiers épisodes et puis ça balançait sur Internet. C'est arrivé pour Game of Thrones, je crois sur la saison 6 ou 7. Je crois qu'il y a eu ça, les 3 premiers épisodes de balancer d'un coup. Voilà quoi. Et c'est vrai que c'est très peu probable que ça arrive chez nous, une fuite par le doublage, etc. Comme vous dites, le texte, même si le texte y sort, voilà. Oui. Mais cela dit, j'ai connu un truc chez Gérard Cohen, je me souviens plus quel film c'était. C'est drôle, je pense que c'est un film des frères Cohen, mais je suis pas sûr. On avait 2 malabars quand même, hein, des mecs grands comme moi, mais larges comme ça, avec la bosse sur la poche. Là. Ils nous apportaient les bobines le matin. Ils ne quittaient pas l'enregistreuse. Ils étaient derrière le recorder et le soir ils remportaient les bobines. Non, c'était pour un film de l'italien là, je crois. Bref, une palme d'or de Cannes en plus. Alors. C'est impressionnant quand même. Mais justement, Lulu, toi t'as bossé un petit peu en ciné et je sais pas si tu te souviens pour l'avant-première des Animaux Fantastiques, Warner avait envoyé il y avait des gorilles au fond de la salle et dès que t'avais quelqu'un qui avait une petite lumière, genre la montre qui s'allumait une Apple Watch, quelque chose, une Apple Watch, une notice, ils allaient voir direct et faut couper le téléphone. Tu coupes le tel. Alors j'ai un ami qui m'a raconté quelque chose il y a très très longtemps, plus de 10 ans. Il devait diriger un film pour Disney et il y avait la Projo. Ok. Donc tout le monde laisse à l'entrée son téléphone, son machin, son truc. Et il y avait, pareil, derrière, 2 nervis et sur la scène, sous l'écran, 2 mecs avec des jumelles à infrarouge qui ont scruté la salle pendant toute la projection. C'est secret. Hein, t'as vraiment envie de bosser, ça donne envie de bosser. Mais l'anecdote, ça je l'ai vécu.
pour l'avant-première presse de La Reine des Neiges 2, les amis. À l'époque, c'était juste avant le Covid. J'avais été contacté par la Gazette de Disney, qui ne s'appelle plus comme ça. Je crois que ça s'appelle Mainstream. Je sais plus le nom. Bref, c'est sur Facebook. Je suis pas le seul. Non. Et voilà. Et en gros, ils faisaient des articles et ils m'avaient contacté pour faire des articles sur les dernières les dernières sorties Disney. Et donc, exercice pour lequel je suis nul à chier, donc j'ai arrêté. Et j'ai eu la chance de voir La Reine des Neiges 2. Et le coup d'arrivée où on arrive au cinéma, il y a une dame qui te fouille. Ensuite, tu poses ton téléphone, t'es placé. Tu te retrouves en fait entouré de journalistes, d'influenceurs, des choses comme ça. Dites-vous bien, derrière moi, il y avait Christophe Carrière. Si pour ceux qui ont connu les tout débuts de Touche pas à mon poste, il était derrière moi dans la séance parce que normalement c'est un journaliste ciné pour le Figaro ou un truc comme ça quoi. Et je te jure, la tension. La dame arrive avant le film. Alors, on vous prévient, donc il y a un embargo. Vous n'avez pas le droit de parler du film sur les réseaux sociaux avant telle date, telle heure. Et tu fais OK, d'accord, donc tout faut que ça soit prêt. Si tu fais avant, c'est mort, bah t'es blacklisté après direct. C'est un truc de fou. Mais je crois que je serais stressé tout le film, tu vois. C'est stressant. Oui, mais oui, clairement. On raconte quoi. Ah, mais on est là pour prendre du plaisir et en fait. Non mais c'est vrai. Et souvent on dit quand même que quand il y a ce genre de choses, des embargos, des choses comme ça, c'est que souvent le studio n'est pas confiant de son film. Pourtant, La Reine des Neiges 2, il est loin d'être, c'est pas une catastrophe quoi. Je veux dire, c'est pas apparemment le dernier qui est sorti. Tu l'as vu, Wish d'ailleurs Non, je crois que j'ai regardé vite fait. Bon, ça, en fait, apparemment c'est plutôt pas, c'est pas terrible le dernier Disney. Donc moi quand je m'endors des fois quand même. Oui. Donc voilà. Donc contrairement à Wish où là apparemment c'était vraiment pas terrible. La Reine des Neiges 2 ça a fait un bon score et puis en tout cas les gens ont été contents du film. Justement, là on a parlé un petit peu de tout ça, de dessins animés. Moi j'aimerais surtout qu'on se focus un petit peu sur l'homme et qu'on laisse de côté un petit peu le métier maintenant. Quand tu justement, qu'est-ce que tu aimes quand tu regardes des films, des séries télé ou autre chose? Quand tu vas au théâtre, qu'est-ce que tu lis? Parle-nous un peu vraiment de toi, de tes goûts en matière d'œuvres, de littérature, tout ça. Moi, j'ai relevé que vous aviez dit que vous n'étiez pas un très gros cinéphile. Non, je suis pas un cinéphile du tout. Enfin, d'abord j'ai une mémoire de merde, vous avez pu vous en apercevoir. Et surtout, j'ai des souvenirs de jeunesse. Jusqu'à mes 30 ans. Par exemple, j'adore les films noirs français, entre 60 et 80, tous les Delon. Dieu sait que je porte pas trop de long dans mon cœur en tant qu'acteur, être humain, je le connais pas. Mais tous ces polars qu'il a fait, il est extraordinaire dedans. Enfin, et puis tous ces Gabin, tous ces machins-là, évidemment. Mais sinon, les choses me touchent. J'oublie les titres, j'oublie tout et je garde je peux incapable de citer un titre. Peut-être que si tu me parles d'un film, ça a rallumé quelque chose. Je garde un sentiment. Je garde, tu vois, je suis content ou pas en sortant. Et depuis quelques années, je regarde des conneries à la télé. En fait, souvent j'ai l'image et j'écoute du blues. Mon frère est guitariste de blues, alors et c'est lui qui m'a élevé à la musique. Il a 7 ans et demi de plus que moi. C'est pour ça que j'ai des souvenirs en musique que je devrais pas avoir. En 62, j'avais 6 ans et je me souviens du blues boom anglais parce que mon frère, lui, il en avait 14 et il jouait déjà de la guitare. Et mon frangin, j'ai toujours rêvé d'être musicien. Okay. Et lui fait partie de ces mecs qui peuvent prendre leur douche avec leur guitare, ils ne l'abîmeront pas. C'est un prolongement de ses mains. Il est né avec une guitare presque. Enfin, tu vois, et je suis admiratif de ça. Et en plus, il connaît ses limites. Il se perfectionne dans son univers. Alors, il est capable de lire une grille. Et il fera bien, mais il est comme moi. Enfin, je suis comme lui, il est plus vieux. Il est très vieux. Et il est flemmard. Donc, ça le gave. Et c'est pour ça qu'il a pratiquement toujours refusé les séances d'enregistrement, etc. Je sais plus pourquoi je disais ça, tu vois. Ah oui, la musique, oui, voilà. Ce qui veut dire que tant qu'à la télé, je regarde des conneries. Et pour m'endormir, je regarde
des conneries encore plus. En ce moment, c'est la mode des faites entrer l'accusé. Oui. C'est bien parce que c'est une émission de radio, ce truc. Tu te fous royalement d'avoir l'image, mais complètement. Et ça te berce. Il y a et aussi, je m'endors. dans le même genre, il y a aussi Ondelat raconte, un peu les podcasts de Ondelat. Ondelat, j'ai du mal. Cela dit, j'en ai encore vu hier soir, enfin cette nuit, parce qu'on est resté encore 7 ou 8 heures au téléphone. Et j'ai branché la télé à la fin, il y avait Ondelat. Et il y a un moment, je sais plus, ça parlait de Guy Georges, je crois. Mais j'avais un peu rien à foutre, j'étais sur le téléphone encore. Et à un moment, je lève les yeux, il y avait une espèce de musique inquiétante, et on voyait Ondelat qui marchait dans la rue avec sa veste en cuir, et qui regardait comme s'il était suivi. T'es où, petit bonhomme, là? Calme-toi, vieux, c'est une émission de télé, tu vois. Calme-toi. Ah oui, je sais pas pourquoi. Puis il parle avec les... Comme moi, mais moi, je joue pas à la télé, quoi. Ah oui. Enfin, si, d'ailleurs, c'est filmé, je crois. Oui, c'est filmé, c'est filmé. Alors, Ekiji. Mais sinon, ouais, quel genre d'autres conneries donc vous dites que vous regardez, c'est-à-dire donc des séries, des séries télé. Ma fille m'a offert un truc absolument extraordinaire, un abonnement à quelque chose, et je commence à m'y mettre mais je suis comme un môme dans un magasin de jouets. C'est-à-dire que grâce à elle, j'ai Disney, Amazon, Netflix, Canal. Ok. Et j'ouvre le truc. On a une infinité de possibilités. Elle me dit Disney, et trucs. J'ouvre Disney et badaboum. 50 milliards de choses. Ouais. Alors je regarde, déjà je passe 25 minutes à trouver un titre qui m'appelle. On a tous le même problème. Je branche, je regarde 10 minutes, je me fais chier. Alors je sors, et finalement j'ai passé 1h30 ou 2 heures à... Alors maintenant, c'est elle qui me dit va voir tel truc. Mais j'ai un mal fou à me Vous concentrer. décidez, ouais. Non, mais à me concentrer surtout. Je suis chez moi très très souvent. J'ai malheureusement pour des problèmes financiers que j'ai eu, je me suis fait arnaquer, j'ai vendu une maison très mal. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et puis je suis très très dépensier. C'est vrai, j'en ai gagné énormément, mais je suis très dépensier. Donc je suis à poil complet. J'ai des dettes à la banque, hein, heureusement. Donc je peux plus prendre la bagnole comme je faisais ou la moto, aller bouffer, dormir ailleurs. Et puis j'ai un petit appartement parce que il fait 45 mètres carrés. J'ai un grand salon, mais bon. Donc je me sens un peu étriqué, confiné, étriqué, et je m'emmerde. Donc je préfère écouter de la musique. Eh oui. Je peux pas me concentrer. Incapable. Si avec quelqu'un. Oui. Quand j'étais avec mon ami, j'ai beaucoup regardé des séries, et en plus elle me communiquait son enthousiasme pour cette série, et ça c'est vachement important. C'est pas pareil de regarder avec quelqu'un que de regarder seul. C'est clair, le partage, ne serait-ce que même pour communiquer sur. Mais elle, ça la dérange pas parce qu'elle aime elle aime le produit, si tu veux. Ok. Elle m'a même fait regarder. Comment ça, ce truc de zombies et de morts-vivants. Walking Dead. Walking Dead. La première fois qu'elle m'a dit on va regarder Walking Dead, je l'ai bien fixé pour savoir si elle était sérieuse ou pas. Elle avait l'air sérieux. Et donc au final, t'as bien apprécié Walking Dead? Ouais, oui, moi je l'aurais condensé si tu veux un peu plus parce qu'il y a des scènes où on s'emmerde, mais c'est ce que moi je m'étais arrêté à ces morts-vivants. C'est casse-couille, ça va, quand on a vu un, c'est pas la peine de faire une série. Mais en revanche, les rapports humains qu'il y a là-dedans sont des choses très très importantes. Mais clairement, je suis de l'école pour dire que Walking Dead, les saisons étirées de 12 épisodes, c'était trop. 6 comme la première saison, c'était parfait. Mais même une série. Moi, ce que j'aime maintenant, c'est les séries avec une saison. Oui, les one-shots. Ouais, il y a eu des mini-séries. Oui. Il y a eu Tchernobyl dernièrement qui est vraiment bien. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, très très cool. The Old Man que j'ai fait avec ce fameux acteur dont j'ai oublié le nom, un autre. Enfin, voilà. Et il y avait 7 épisodes. Alors il parle d'en refaire peut-être une deuxième saison, mais le pauvre vieux, quand il a tourné, il avait une leucémie et il avait le Covid. Ah. Il est toujours vivant. Je lui souhaite de rester vivant, non pas, oui, d'abord pour que je puisse le doubler, mais surtout parce que c'est un acteur extraordinaire. C'est un mec d'une puissance et d'une force. Et il est crédible dans son truc. Il est plus vieux que moi, officiellement, dans le film.
Il est pas loin de 70. Enfin, c'est pas bien, mais il est vieux et fatigué. Il en prend plein la gueule, il se relève toujours, et tu y crois. Ça, c'est beau. Ce mec est grand. Tu chercheras The Old Man. Est-ce que tu peux chercher, mon ami? Ah oui, je veux son nom, parce que voilà. Il faut que je le glorifie, cet homme. Justement, tout à l'heure, on parlait donc d'animation, comme quoi c'est un jeu que tu apprécies. Dernièrement, les gens ont eu le plaisir de t'entendre donc dans What If. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube, donc sur La Nouvelle Dimension, le 2e épisode. Et en off, tu m'as dit que c'est un personnage que tu aimes bien jouer, oui, Watu. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ce personnage? Je ne sais pas. La première raison que je vois, comme ça, qui me vient à l'esprit, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de truc. C'est que d'abord, c'est pas un super-héros. Non. Il est même plus fort que les super-héros normalement. Il y a des choses assez difficiles à faire dedans parce qu'il est presque monocorde, mais il est bourré de sentiments derrière par rapport aux gens à qui il parle. Et surtout parce que c'est dirigé par Fabrice, qui est un mec que j'aime beaucoup. Et donc c'est Jeff Bridges. Jeff Bridges. Ah donc oui. Et qui joue aussi dans Iron Man. Jeff Bridges qui joue l'antagoniste du premier. Ça ne devait être pas de Florsheim qui doublait, non? Ah bah peut-être, regarde Maxou, mais oui, il joue dans Iron Man, il y a l'affiche en bas. Je l'ai doublé, paraît-il, dans les années 80, et j'en ai aucun souvenir. Mais c'est un acteur qui est assez récurrent dans la filmographie des frères Cohen, hein, Jeff Bridges. Ouais, donc peut-être dans un film des frères Cohen. J'adore ce mec. C'est une présence. Il y a quelque chose, quoi. Comme Rourke, comme l'autre. Ron Perlman. et l'autre aussi. Non mais tu vois, j'adore ces acteurs qui bouffent l'écran et qui imposent leur truc, et comme par hasard, c'est exactement le personnage. Oui, c'est vrai. Mais justement, il y a aussi un film qui est assez intéressant. Donc, tu as doublé Ron Perlman, tu doubles aussi Michael Wincott. Et pour Alien 4, il y a les deux acteurs. Pour Alien Résurrection, Ron Perlman est dedans. À l'époque, je le doublais pas vraiment, Perlman. Je l'avais doublé, mais personne ne l'avait su dans des téléfilms, des trucs. Au départ, c'était mon frangin, Pascal Renouic, qui le doublait. Et du vivant de Pascal, je l'avais déjà doublé une fois ou deux. Alors, bien sûr, je l'appelle à chaque fois. Il dit, écoute, on m'a pas appelé, fais-le. Youpi. Mais c'est tout des téléfilms de merde qui ont fait. Je crois que ma mère et son mari l'avaient vu, quoi. Tu vois. D'accord. Mais Wincott déjà. Et travailler avec Jeunesse, c'était quel bonheur. Eh oui. Et dernièrement, ça, c'est un mec qui te renvoie de l'amour, tu vois. Ouais. J'ai horreur de travailler avec les réalisateurs parce que ils sont très souvent c'est leur bébé, c'est normal, et ils sont très exigeants, surtout avec le doublage. Je pense notamment à Barfly et lui, il était spectateur. On enregistrait le truc. Et je me souviens, il y avait la voix française de NCIS, de Marc Harmon, que j'ai doublé aussi d'ailleurs. Et on était tous les deux en train d'enregistrer un truc, et on a cru qu'il se foutait de notre gueule au début. Ça se passait à PM Productions, là, à Sonody. Il était dans son fauteuil, il disait, mais vous êtes géniaux, les mecs. On s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, lui pète la gueule ou il se fout de nous, là. Et il était sincère, et c'était extraordinaire. Et 4 ans plus, ou 10 ans plus tard, je sais plus, il m'a appelé il y a 2 ans à peine. 2022 pour Big Bub. Je fais juste un petit truc, tu vois. Ouais. Mais alors ça, c'est... Il me l'a expliqué au téléphone pendant 1 heure. Il m'a dit, je serai pas là, je pourrais pas être là pour mais soyez gentils, faites ça. De toute façon, il y aura quelqu'un pour vous surveiller, mais faites ça. Et tu sais, j'avais Jean-Pierre Jeunet au téléphone. Pareil, je bredouillais. Ouais. C'est vrai que Jean-Pierre Jeunet, quand même, c'est un grand nom du cinéma français. Il a réalisé, je pense, des films, déjà d'une, qui sont devenus cultissimes pour les 3/4 des spectateurs français, hein, le fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Mais surtout, c'est un des plus gros budgets du cinéma français, avec Un long dimanche de fiançailles aussi. Warner avait mis le paquet pour ce film. Et je suis content qu'il t'ait rappelé pour Big Bub.
c'est un Big être Bud. humain. Ouais, et ouais. ça, c'est vachement important. C'est Big Bug, c'est ça. Merci beaucoup, Big Bug. Ce qui est dispo sur Netflix aussi, hein, si je me trompe pas, c'est son film qu'il a fait Ouais, pour, c'est ça. Alors, attends, pour la je vais- plateforme. Je vais te dire aussi, c'est dispo sur Netflix. On se partage le chèque. Hein. Ça marche. Alors, J'ai besoin de blé, hein, j'ai besoin de pognon. Malheureusement, Netflix ne fait pas de collaboration. Hein, en Ah, tout cas, merde. non, Et voilà. Amazon. J'aimerais bien, Jeff. Le petit Jeff Bezos, le petit chèque, ça serait bien. Non, voilà. Vous avez des choses à rajouter, les amis, Maxime? Bah moi là je suis sur la page Wikipédia aussi parce que c'est une source la- d'information pour nous. Donc la également. mémoire de Michel, alors. Ouais, Voilà, voilà. tout à fait. Non, mais on peut notamment Danny Trejo, Trejo, pardon, je ne voilà, je suis pas bilingue, je vous l'ai Kurt dit. Russell aussi dans Jack Burton, Kurt Russell, dans les Gris ouais, Mandat. Steven En fait, Seagal. ce qui est hallucinant en fait avec ta carrière, c'est que t'as doublé à chaque fois sur peut-être que même si c'est une fois ou deux ou Ouais, quoi, Kurt Russell, je crois que j'ai t'as doublé qu'une mais fois, ouais. tellement d'acteurs quoi, c'est quand même Steven hallucinant, Seagal quoi, dans c'est- plusieurs films. Oui, Euh, c'est le premier. Ouais. Ouais. Et également Robert Patrick, moi que j'aime bien aussi. Ouais, oh, j'aime Dans beaucoup la ça, série Scorpion, malheureusement, qui s'est arrêtée. qui est une merde surtout. Ouais. Mais, Mais attends, j'ai Il n'y bien a pas de filtre. apprécié. Il n'y a pas de filtre, c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est pas une bonne série. Mais j'en garde un souvenir magnifique, dirigé par Philippe Blanc, avec une équipe. On travaillait à l'ancienne. C'était bien avant le Covid, bien sûr. On était presque toujours tous ensemble. On prenait 2 plombs pour déjeuner. Quelques-uns se mettaient minables, pas moi, hélas. Et après, ça revenait. Mais on travaillait à l'ancienne. Un jour, je regarde son bureau de directeur artistique et je vois pas de croisillé, tu sais, de machin. Et il me tend une feuille de papier comme ça, avec des noms, des machins. Je dis, mais je comprends rien à ton truc. Il me dit, moi non plus, mais on s'en tape. Et c'est un souvenir humain magnifique. Et c'est un acteur, c'est un très très bon acteur. Ah, moi, j'aime bien, Je l'ai ouais. doublé dans des trucs où il est extraordinaire. Là, il allait au chèque, qu'est-ce que tu veux? Oui, évidemment. Après, et moi aussi, hein. son rôle notable, c'est quand même dans Terminator. Hein. Ah oui, bien entendu, c'est clair. Mais il a fait des choses beaucoup mieux, Oui. vraiment. Autre chose, les amis? Vous êtes essayé à la DA en directeur artistique très peu de temps, Oui, il me semble. j'en ai fait. Mais un vous petit- préférez être dirigé? Non, j'adore ça, mais on me le propose pas. donc, D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de comédiens de doublage qui sont à la fois vraiment Ouais, comédiens ouais, de doublage et directeurs Mais moi, artistiques. j'adore ça, je l'ai fait, j'ai dirigé quelques conneries à la Sophie à l'époque, mais toujours en remplacement de gens. J'ai jamais eu un produit à moi. Et j'adore ça, vraiment, j'aime Surtout, ça. avec votre expérience, Mais, vous pourriez. puisqu'on me le propose pas, arrosoir et persil Bocuse. Moi, j'ai une question. Est-ce que... Elle a l'air solennelle, celle-là. Non, mais elle est sérieuse, parce que j'ai Je signale aux auditeurs qui n'ont pas la couleur qu'il est mort de rire. Non, mais attention, Il a un c'est sérieux. sourire vicieux. C'est sérieux. Ça va faire mal. Des comédiens de doublage, on en parlait. Pour l'avenir du métier de doublage, est-ce que l'IA vous fait peur? Moi, oui. Je pense que je suis pas le seul. Ce qui me fait peur, c'est pas Il y a 2 choses qui me font peur, mais il y en a une qui va être vite réglée si on est au courant, c'est que des gens se servent de nos voix. C'est déjà arrivé pour faire des bouquins. Bon, pour l'instant, c'est à chier parce que l'IA a encore besoin d'une image. Mais ce qui me fait peur, moi, très très peur, c'est que quand on va allonger un chèque aux acteurs américains, ils vont accepter de se doubler eux-mêmes dans toutes les langues, que la boîte se serve de leur voix. Et ça me fait très peur. Ouais. Ça, pour moi, pas trop, parce que là, ça y est, je crois que je viens de franchir un cap et que voilà, je sais que j'ai été éjecté du métier. C'est pas plus grave que ça me manque énormément, mais je m'en fous. Peut-être que en ce moment, j'ai envie ça fait longtemps que j'en parle, j'ai envie de m'occuper d'une compagnie de théâtre amateur, par exemple, ailleurs, en province, je sais pas. De toute façon, je sais que je vais être occupé. Mais ça me fait peur pour ma fille, par exemple, qui va avoir 30 ans et qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et qui là redémarre une vie depuis 2 ans, travaille, c'est une bonne actrice, une bonne chanteuse, elle est demandée, donc c'est pas que l'opinion de son père. Et j'ai vraiment très très peur pour son avenir. Oui, mais c'est totalement compréhensible, surtout que on l'a vu cet été, les amis, l'IA, grâce ou à cause des IA, il y a eu donc cette reprise de la musique saïenne par la fausse voix de Angèle, et qui était clairement, entre guillemets, plus écoutée que la musique originale, donc c'est assez triste quand même là-dessus. Ah, mais ça fout la trouille à tout le monde. Oui, j'ai oui. un vieux pote que j'ai connu ingénieur du son en pub, il y a une 30aine d'années, et que j'ai retrouvé par hasard. Il y avait une réunion
une AG, une assemblée générale un peu intersyndicale, et avec les représentants des voix aussi, tu sais, l'association Les Voix. Et il y avait un mec de la SACEM, qui était le patron de la SACEM. Et d'un seul coup, j'entends son nom, c'est mon pote, donc on se tourne dans les bras l'un l'autre. Et lui, il est très très inquiet. Ouais, normal. Hein. Compréhensible, ouais. Donc voilà. Lucas. On t'a pas entendu. Il écoute. Alors mais j'aime bien Lucas parce que vraiment on sent il a ce côté spectateur alors qu'il est à la fois acteur. C'est magnifique. Il est derrière le micro, mais pas. Non, bah après, je sais pas vraiment. Non, mais voilà, c'est comme ce que je dis. En fait, je suis vraiment émerveillé quoi par ta carrière. Tu bois quelque chose encore? Bah oui, mais moi je te paye coup sur coup. Mais moi, il y a pas de souci. Il y a un truc là-dessous. T'es alcoolo, toi. Non. Ben après, donc voilà, je pense qu'on a bien parlé, les amis. Pour terminer, j'ai vraiment envie d'en parler un petit peu quand même de ce film qui, à la base, tu n'appréciais pas spécialement, qui est Sin City, quand tu l'as apprécié beaucoup plus tard. C'est vrai. Et pour moi, ça a été, je pense, une de mes révélations cinématographiques pour aimer le cinéma et de devoir. Une de mes plus grosses claques aussi. Ouais, clairement. Et c'est assez monstrueux. Ouais. L'image est traitée de telle façon que c'est très surprenant. Et puis c'est une espèce d'anti-héros presque. Enfin, ouais. Et puis il y a des choses qui sont énormes. Et ça te prend. C'est une bande dessinée sérieuse. Et moi, j'ai pas l'habitude, les bandes dessinées, pour moi, c'est Gottlieb. Non, c'est vrai que je l'ai apprécié beaucoup plus tard. Ouais. Mais en revanche, j'ai pris un plaisir monumental à le faire. Ok. J'ai part de rein, merci Michel. Et justement, là, dans ces cas-là, tu t'en parlais en interview, comme quoi c'était la partie où Marv, donc Mickey Rourke, le personnage, est dans un arc où il va se venger pour justement par rapport en fait à une prostituée auquel il va tomber amoureux après une nuit de débauche, et il va casser la gueule au plus grand nom de la ville, donc Rourke. Et moi, il y a une scène que j'adore, c'est la fameuse scène dans le confessionnal. D'ailleurs, petite anecdote, incroyable. puisque ça, c'est une scène, le discours est génial, mais en plus, le prêtre, c'est l'auteur de la BD. Et c'est Frank Miller. Et donc, en fait, de se dire que là, il y a eu ce délire-là, moi, ça me tue, en fait. Et j'aime ce film. Eikichi, tu l'as... Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Franchement, je te le conseille. Eh ben, comment? T'as pas vu Sin City? Non, mais du coup, ça me donne envie de... Ces personnages, je les adore. Ça va être mon côté noir. J'adore ces mecs qui savent, dès le départ, quand ils commencent une histoire, qu'ils vont mourir. C'est évident. D'accord. Et il y a cette... je suis un des rares à penser, par exemple, qu'il faut un courage phénoménal pour se tirer une bastos dans la tête. C'est pas de la lâcheté, contrairement à ce que tous les connards disent. Enfin, les connards, pardonnez-moi, les mecs qui pensaient ça, mais on en discutera ailleurs. Et lui, au début du film, elle le sait. Il sait que ça va mal, mais sa vengeance va s'accomplir au prix de sa vie. Et j'aime ces personnages-là. Et encore, le film, il va à contre-pied de tout ça, puisque même sur la dernière séquence, il n'arrive pas à crever. Ouais. C'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous avez, bande de connards. Bon, désolé, j'ai essayé de faire mon Michel Vignier, mais là, ma voix est... tu as une très jolie voix, mais c'est vrai que le narrateur, c'est lui. Ah, mais non, mais clairement. Non, franchement, et je tenais à le dire haut et fort, vraiment. Je pense que c'est une de mes plus grosses claques cinématographiques. Ta voix a bercé mes heures un peu sombres de mon adolescence à regarder ce film et à me dire, putain, ils me font tout chier dans mon quotidien. Si je pouvais être Marv, je ne l'ai jamais été. Mais voilà. Mais quelque part, je pense qu'on aimerait tous être ce mec qui aimerait envoyer chier tout le monde. Des fois, on n'a pas le courage, on n'a pas la personnalité de pouvoir. Je te rassure, ça vient avec l'âge, ça. Peut-être. Pendant des années, t'étais obligé de fermer ta gueule. Faut l'ouvrir quand même de temps en temps à bon escient. Moi, ça, je sais pas le faire. Je l'ouvre toujours au mauvais moment. Mais arrivé à un certain âge, quand tu te retournes, que tu regardes un peu les choses, tu vois ta fille de 30 ans qui est magnifique, qui joue bien la comédie, qui commence à se sortir de tous les emmerdes qu'elle a connus. Tu te dis là, il faut arrêter de me casser les couilles. Et là, ouais, vraiment, je suis prêt à rentrer dans le tas.
Y compris physiquement d'ailleurs, t'as vu comment je suis épais. Non mais je comprends, c'est vrai que voilà, de manière personnelle ça m'arrive un peu de commencer à vraiment Tu verras, voilà, prendre de l'aplomb. Passer les 60 piges, là, d'un seul coup tu vois plus les choses de la ouais, même bah oui, Dans 10 ans, tu sais, on est plus près du Père Lachaise que du conservatoire quand même. La fin est assez... maintenant elle est visible, elle est palpable, avec la vie que j'ai menée en plus. Tu vois. Alors ma copine me dit, bah non... tu vois, ta mère est morte jeune, vieille, elle avait 94 ans, mon père 91. Tu vois, t'as les gènes et puis en plus t'as la force et tu veux vivre, ne serait-ce que pour moi. Elle a raison. Eh oui. Mais j'ai quand même, au fond de moi, ce truc qui, voilà, je vois la fin, quoi. Profitons du moment présent. Exactement, profitons du moment présent. Je suis sûr que vous avez encore de belles années même de comédie. Ça, Carpe Diem sur les réseaux sociaux. Ouais. Carpe Diem Élise. Elle se l'est même fait tatouer, je crois. Et non, vous avez encore de gens ont belles cette années philosophie. de comédie. Mais oui. devant vous. Mais oui. Ouais, encore faudra-t-il qu'on m'appelle. Mais je pense que oui. Non, mais en vrai, je pense que c'est une question de temps, aussi de projet et des choses comme ça. C'est un cycle et ça va revenir et voilà quoi. Mais merci beaucoup déjà. Mais merci à vous, c'est un vrai bonheur pour cet entretien. J'espère que c'était vraiment très agréable à écouter pour vous, chers auditeurs. Nous, c'était un vrai plaisir à partager, en tout cas autour de la table. Michel, donc là, prochainement, tu n'as pas de projet pour le moment, non? Non, en tout cas, que tu aies le droit de parler. Non, mais mon carnet est vide. J'ai un essai la semaine prochaine. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. D'accord. Une amie que j'aime beaucoup m'a laissé un petit SMS hier me disant t'es libre en fin de journée, je ne sais plus quand, et l'enregistrement se fera le temps. Il y a une journée d'enregistrement, il y a un essai, c'est tout ce que j'ai. En tout cas, normalement, d'après les rumeurs, la saison 3 de What If aussi devrait bientôt arriver aussi. Normalement, devrait arriver cette année. J'espère qu'on aura le plaisir. Tout le monde dit que le boulot va revenir là. Chez Ayuno, il paraît que ça se prononce comme ça. Le boulot revient, Adobe il commence à respirer un peu, Okay. TVS, ça y est, ils ont du boulot, bon je pense que ça devrait aller, mais moi non, parce que là, moi j'y crois plus du tout là, c'est fini. C'est trop défaitiste. Non, c'est pas... À ce compte-là, pourquoi du coup alors attention, je ne vais pas vous faire la morale, mais vous lancer dans le projet je te signale. Pourquoi ne pas te lancer dans le projet que tu disais, d'ouvrir un théâtre amateur, de se dire maintenant j'ai fait ce que j'ai fait, parce que Carpe Diem, et je puis, suis ouais. un boulimique de boulot, que malheureusement, ça me manque un peu, que le boulot, il est à Paris. Ouais. Personne ne m'attend nulle part pour monter une compagnie amateur et je le ferai volontiers en province parce que j'en peux plus de Paris. Paris me hérisse le poil. Oui, surtout après autant d'années, j'imagine. C'est vrai que nous, bon après Alors, nous on est provincieux, campagnards. J'ai adoré cette vie. Mais J'y suis né, j'y ai vécu. Ça fait. C'était pas pareil, je pense, à l'époque. Je suis parti un peu en banlieue parfois. J'ai adoré Paris et depuis 15 ans je peux plus. Je reconnais plus ma ville. Pigalle c'était chez moi. J'avais mes cours rue Henri Monnier juste là. Je connaissais l'amiral d'Adam et Ève. Je connaissais tout le monde. Les putes me disaient bonjour. Non mais sans blague. Oui, non. Et il y avait une espèce de joie de vivre qu'il n'y a plus maintenant. Je suis retourné à Pigalle il n'y a pas longtemps pour je ne sais plus pour tourner un court-métrage et j'ai pas reconnu mon chez moi quoi. Ok. Et j'étais à 300 mètres de là où j'ai passé 5 ans, 10 ans parce qu'après j'ai écumé tous les théâtres du coin, j'ai joué partout là-bas et donc faut se barrer en province. On est bien en campagne. Eh oui, Ouais, non, mais en ça tout vous cas, gagne. Ouais, mais tu vois, pour moi, partir en province, c'est dire moi-même non au doublage. Et le doublage Pas trop loin, et l'histoire histoire de de encore. Mais- Ah non, c'est impossible. Oui, si. Il faudrait que, tu vois, moi je ne gagne plus ma vie au doublage qu'avec 2 heures le mercredi, 1 heure le vendredi, et tu vois. Et si je suis moi mon truc c'est le sud-est, j'ai besoin de soleil, c'est ma vie le soleil. Et je vais pas remonter lundi soir pour enregistrer 2 heures. Je vais laisser mon cachet dans les voyages. Puis c'est fatigant, je suis vieux maintenant. Totalement. Et mais en tout cas, l'idée de cette compagnie de théâtre ça me tracasse, est très attrayante. Ça me travaille beaucoup.
parce que en plus j'ai fait du théâtre amateur et les amateurs sont tellement sincères. Ce sont des mecs, mon ex-amie, elle est musicienne, chanteuse, elle est lectrice à vue de musique, enfin elle a un vrai bagage. Elle était chanteuse lyrique, et elle a, depuis que quand on s'est rencontrés, elle avait déjà depuis très très longtemps, elle a une chorale d'amateurs. Ce sont quand même des gens qui bossent toute la semaine, toute la journée, et qui le jeudi à 20h30 sont là et travaillent le truc. Et quand je faisais du théâtre amateur, moi j'avais entre 15 et 18 ans, j'avais que ça à branler. Hein. Et je voyais des mecs arriver lessivés de leur journée de boulot et qui se mettaient à jouer Géronte et machin. Et moi je m'éclatais dans ce capin, mais d'abord j'avais 20 piges, et puis j'avais le temps. J'ai un respect pour les amateurs, absolument. Parce qu'ils sont passionnés. Ils savent que s'ils n'ont rien à entre guillemets à gagner, rien à perdre non plus. Ils ont des choses à se prouver à eux-mêmes, ils le font. C'est ça. Et c'est, je sais pas, il y a une somme de boulot, il y a quelque chose qui moi tu vois, ça me fait des étoiles dans les yeux, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Michel. Merci à vous les enfants. J'espère que c'était vraiment très cool. On se retrouve très prochainement donc sur les plateformes audio, Spotify, Deezer. Malheureusement Google Podcast n'existe plus, donc ça sera sur YouTube. Voilà les amis. Et puis à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne du Late. Salut à tous.